Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites. Une ombre bouge dans le couloir sombre, et pendant une fraction de seconde, tout ton corps se fige. Tu sais que ce n'est probablement rien. Mais ton corps, lui, ne le sait pas. Ce frisson que tu viens de ressentir n'a rien de moderne. Il a traversé 300 000 ans pour arriver jusqu'à toi ce soir. Et la vérité derrière cette peur est bien plus étrange que tu ne l'imagines. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la peur n'était pas un défaut. C'était un outil. Un outil de survie, affûté génération après génération, dans un monde où une seconde d'hésitation pouvait signifier la mort. Tes ancêtres n'avaient pas de porte verrouillée, pas de lumières électriques, pas de police à appeler. Ils avaient un cerveau, et ce cerveau avait appris, très tôt, à repérer le danger avant même que la conscience n'ait le temps de comprendre ce qui se passait. Le neuroscientifique Joseph Ledoux a passé des décennies à cartographier ce mécanisme. Il a découvert que le cerveau possède deux chemins pour traiter la peur. Le premier est lent et réfléchi. Il passe par le cortex, la partie pensante du cerveau, celle qui analyse, qui compare, qui raisonne. Le second est rapide, brutal. Il court-circuite la réflexion et va directement à l'amygdale, une petite structure en forme d'amande logée au centre du cerveau. Ledoux a appelé ce second chemin la voix basse. Elle existe pour une seule raison, gagner du temps. Face à un serpent dans l'herbe, ton ancêtre n'avait pas le luxe de se demander s'il s'agissait vraiment d'un serpent. Le corps devait bouger avant que l'esprit ne finisse sa phrase. Ceux dont l'amygdale réagissait une demi-seconde plus vite survivaient. Ceux qui prenaient le temps de réfléchir, parfois, non. Et cette différence, répétée sur des centaines de milliers d'années, a façonné le cerveau que tu portes aujourd'hui. Remarque ce qui se passe la prochaine fois qu'un bruit sec te fait sursauter. Tes épaules se lèvent, tes yeux se ferment à moitié, tes bras se rapprochent du corps. Ce mouvement s'appelle le réflexe de sursaut, et il est presque identique chez tous les humains, indépendamment de la culture ou de l'éducation. Il apparaît avant même que tu aies eu le temps de comprendre ce que tu viens d'entendre. En quelques centaines de millisecondes, avant toute pensée consciente, le corps s'est déjà préparé à encaisser un coup ou à fuir. Pendant ce court instant, une cascade chimique se déclenche. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline. Quelques secondes plus tard, le cortisol entre en jeu, prolongeant l'état d'alerte bien après que le bruit se soit tu. C'est un système magnifiquement efficace pour survivre à une attaque soudaine. Mais il n'a jamais été conçu pour être déclenché 40 fois par jour par des notifications, des klaxons, ou des messages professionnels urgents. Mais voici où l'histoire devient contre-intuitive. Le psychologue Martin Seligman a montré que toutes les peurs ne sont pas apprises de la même façon. Il a appelé cela la théorie de la préparation. Certaines peurs s'installent presque instantanément, comme si le cerveau était déjà préréglé pour les reconnaître. Les araignées, les serpents, les hauteurs, les visages en colère. D'autres, comme la peur des prises électriques ou des voitures qui roulent trop vite, doivent être apprises lentement, par répétition, par expérience directe. Pourquoi cette différence? Parce que les araignées et les serpents ont tué des humains pendant des centaines de milliers d'années. Les voitures existent depuis à peine plus d'un siècle. Ton cerveau n'a tout simplement pas eu le temps d'évoluer pour les craindre instinctivement. Voilà pourquoi tant de gens ferment les yeux devant une mygale mais montent sans hésiter dans une voiture à 130 km/h, l'un des actes statistiquement les plus dangereux de leur journée. Ton cerveau ne calcule pas le danger réel, il calcule le danger ancien. Et cela ne s'arrête pas aux animaux. Le biologiste Robert Sapolsky, en étudiant les babouins sauvages pendant des décennies, a observé quelque chose de troublant. Les primates les plus stressés de la troupe n'étaient pas ceux qui affrontaient des prédateurs. C'étaient ceux qui occupaient une position sociale instable. Ceux qui craignaient d'être exclus, humiliés, rejetés par le groupe. Chez les humains, cette même mécanique tourne encore à plein régime. Ton corps réagit à un rejet social presque comme il réagirait à un lion tapi dans les hautes herbes. Pourquoi ton cerveau confondrait-il une remarque blessante sur les réseaux sociaux avec une menace de mort? Parce que, pendant la majeure partie de l'évolution humaine, l'exclusion du groupe était une condamnation à mort. Un individu seul, sans tribu, sans alliés, sans protection collective face aux prédateurs et à la famine, avait très peu de chances de survivre longtemps. Être rejeté n'était pas une blessure d'ego, c'était une sentence. Alors le cerveau a développé une alarme sociale aussi puissante que l'alarme physique. La peur du jugement, la peur de l'humiliation, la peur de parler devant un groupe, tout cela active les mêmes circuits que la peur d'un prédateur. Ton amygdale ne fait pas vraiment la différence entre un lion et un public qui te regarde en silence. C'est pour cette raison que la peur de parler en public dépasse, chez beaucoup de gens, la peur de la mort elle-même. Ce n'est pas irrationnel. C'est un signal ancestral, mal calibré pour le monde moderne, qui continue de crier au danger dans une salle de conférence silencieuse. Charles Darwin lui-même avait remarqué quelque chose de fascinant à ce sujet. Dans ses observations sur l'expression des émotions, il avait noté que les signes physiques de la peur, les sourcils levés, les yeux écarquillés, la respiration courte, étaient remarquablement similaires chez presque tous les êtres humains, peu importe la culture. Des décennies plus tard, le psychologue Paul Ekman a confirmé cette intuition à travers des études menées sur plusieurs continents, y compris auprès de populations n'ayant jamais eu de contact avec la culture occidentale. Le visage de la peur est universel. Il n'a pas de langue, il n'a pas de frontières. C'est un langage plus ancien que la parole elle-même. Il y a une raison pour laquelle presque tous les enfants du monde, sans exception culturelle,
traversent une phase où ils ont peur du noir. Les psychologues du développement ont documenté ce schéma sur pratiquement tous les continents. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, quand l'enfant commence à se déplacer seul, loin du regard protecteur d'un adulte, la peur de l'obscurité apparaît presque comme une horloge biologique. Ce n'est pas un hasard de calendrier. C'est précisément l'âge où, dans un environnement ancestral, un jeune enfant livré à lui-même après la tombée de la nuit courait le plus grand risque d'être une proie facile. La nuit n'a jamais été neutre pour ton espèce. Pendant la quasi-totalité de son existence, l'humain n'avait pas une vision nocturne efficace. Pas de griffes, pas de crocs redoutables. Ce qu'il avait, c'était un groupe, un feu, et une vigilance partagée. Seul, dans le noir, sans lumière, un humain devenait l'une des créatures les plus vulnérables de la savane. Ton envie irrépressible d'allumer une lumière avant d'entrer dans une pièce sombre n'est pas une habitude. C'est un réflexe hérité d'ancêtres qui n'ont jamais eu droit à l'erreur. Alors pourquoi certaines personnes semblent-elles n'avoir peur de rien? La réponse est plus subtile qu'un simple courage inné. Les chercheurs ont observé que ce n'est presque jamais une absence totale de peur. C'est plutôt une différence dans la vitesse à laquelle le corps redescend après l'alerte. Les personnes qui paraissent fearless ne ressentent pas moins la montée d'adrénaline. Elles récupèrent simplement plus vite. Leur système nerveux revient au calme plus rapidement une fois le danger écarté, ou jugé absent. Ce n'est pas un courage sans peur. C'est une peur qui sait quand s'éteindre. Et c'est peut-être là le vrai problème du monde moderne. Ton système d'alarme ancestral n'a pas de bouton d'arrêt fiable pour les menaces modernes, parce que ces menaces ne s'arrêtent jamais vraiment. Un lion, une fois évité, disparaît. Une notification anxiogène, un conflit au travail non résolu, une dette qui pèse, ces dangers modernes restent présents, en silence, jour après jour. Ton amygdale continue d'envoyer des signaux d'alerte pour un danger qui ne se termine jamais par une résolution claire. Pas de fuite réussie, pas de combat gagné, juste une alerte permanente, en sourdine, qui use le corps lentement. C'est ce que Sapolsky appelle le prix du stress chronique. Chez un babouin, le stress dure le temps de la menace. Chez un humain moderne, il peut durer des années. Il existe pourtant une différence fondamentale entre le stress d'un babouin et le tien, et elle est presque cruelle dans sa simplicité. Un babouin qui aperçoit un léopard produit une poussée massive de cortisol, s'enfuit, et dès que la menace disparaît de son champ de vision, son corps redescend. Il broute à nouveau quelques minutes plus tard, presque comme si rien ne s'était passé. Toi, tu peux produire la même poussée de cortisol simplement en repensant à une dispute survenue 3 jours plus tôt, ou en imaginant une conversation difficile qui n'a même pas encore eu lieu. Ton corps ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Il réagit à la pensée exactement comme il réagirait à la griffe. Les chercheurs en neurosciences appellent cela l'anticipation menaçante, et elle explique pourquoi l'anxiété moderne semble parfois plus épuisante que le danger réel lui-même. Un prédateur, une fois rencontré, laisse place au calme. Une pensée anxieuse, elle, peut se répéter indéfiniment, rechargeant l'alarme chaque fois qu'elle revient à l'esprit. Ton cerveau ancestral n'a jamais eu à gérer un ennemi qui vit uniquement dans l'imagination, capable de ressurgir 100 fois dans la même journée sans jamais se montrer. Alors que faire de tout cela? Comprendre d'où vient la peur ne l'efface pas. Mais cela change complètement la façon dont tu peux la regarder. La prochaine fois que ton cœur s'emballera devant un email difficile à lire, ou devant un silence gênant dans une conversation, tu sauras que ce n'est pas une défaillance de ton esprit moderne. C'est un système vieux de 300 000 ans, hérité de générations d'ancêtres qui ont survécu précisément parce qu'ils savaient avoir peur au bon moment. Ce même mécanisme qui faisait courir tes ancêtres loin d'un prédateur dans l'obscurité est celui qui accélère ton pouls avant une réunion importante. Le décor a changé. Les dangers ont changé. Mais le corps, lui, continue de répondre exactement comme il l'a toujours fait. Alors ce soir, quand une ombre bougera dans le couloir sombre et que ton cœur s'emballera l'espace d'une seconde, souviens-toi, ce n'est pas ta peur qui te trahit. C'est ta peur qui, pendant 300 000 ans, t'a gardé en vie.